L'idée de notre table va être pour les deux premières notions, liberté d'expression et laïcité à la française, sans doute d'énumérer les combats à mener pour les défendre, les préserver, les renforcer. Pour la troisième notion, séparatisme islamiste, il s'agira, je pense, d'indiquer plutôt les enjeux prioritaires sur ce sujet et d'énumérer un certain nombre de propositions pour lutter justement contre le séparatisme et la radicalisation. Détail important, l'objectif, on l'a dit je crois, est de ressortir de ce forum avec un certain nombre de propositions. On demandera donc à chaque intervenant, dans la mesure du possible, de faire une, deux ou plusieurs propositions dans son intervention liminaire ou à la fin de la table sur l'une des trois notions ou sur les trois si évidemment il le souhaite. Je rappelle juste les règles du jeu. On va faire un premier tour de table par intervenant où chacun aura entre 3 et 4 minutes pour justement introduire son propos. On passera intervenant par intervenant. On aura ensuite un deuxième tour où chacun pourra compléter ses dires, réagir aussi à ce que les uns et les autres ont dit. Et chacun aura une minute lors du troisième tour pour conclure. Et alors, pour l'ordre des interventions et pour l'ordre de passage, on a fait par ordre alphabétique. Et donc, on va demander à Khaled Benchek, président de la Fondation de l'Islam de France, membre du Conseil des sages de la laïcité, entre autres, d'intervenir en premier. Et pour ce premier tour de table, j'aimerais peut-être vous interroger, Monsieur Benchek, sur la notion justement de séparatisme islamiste et plus globalement sur les enjeux de radicalisation. En tant que président de la Fondation de l'Islam de France, quelles seraient à vous vos propositions, vos suggestions pour lutter contre la radicalisation et le séparatisme dans le cadre notamment évidemment du projet de loi confortant le respect des principes républicains. Monsieur Benchek, je vous cède la parole. Merci bien. Bonjour tout le monde. J'ai cru comprendre qu'on a deux temps. Donc le premier. Bonjour. Ah, ce n'est pas un sabotage, j'espère, de quelques islamistes. Non, mais juste ceux qui ne parlent pas doivent se mettre en mute, c'est-à-dire couper leur micro pour permettre à l'orateur qui s'exprime de ne pas avoir de l'arsène. Merci. Bon, très bien. Maintenant, je pense que les choses sont réglées. Encore une fois, bonjour, bon après-midi. J'ai cru comprendre qu'on a deux temps. Le premier est de 3-4 minutes et le second pour une conclusion. Pour cette partie, c'est vrai, et je me réjouis que ce problème majeur, qui est un enjeu non seulement de sécurité, mais c'est aussi un enjeu de civilisation, et un enjeu de civilisation humaine, cette idéologie mortifère qu'est l'islamisme radical est une idéologie attentatoire à la dignité humaine et elle est anti-humaniste. Il nous incombe, qui que nous soyons, de l'endiguer, de la dirimer, de la pourfendre, et c'est notre devoir, indépendamment des questions d'institution, et je dirais ce que fait la Fondation de l'Islam de France pour cela. Comme il faut aller à la concision, depuis malheureusement cet automne dernier sur le sol français et puis l'attentat de Vienne, sur ce qui s'est passé, eh bien, je répète toujours ce que j'appelle une réaction en 4 temps, un moteur à 4 temps, si je puis dire. Le premier, forcément, c'est une réaction d'ordre sécuritaire et de renseignements généraux. Nous n'y couperons jamais, c'est même un devoir pour les forces de sécurité et qui ont tout notre assentiment, notre adhésion, nos encouragements et notre reconnaissance, parce qu'à chaque fois qu'un attentat est déjoué, ce sont des vies humaines qui sont sauvées et malheureusement, à chaque fois qu'il y a un attentat, je mettrai le mot entre guillemets, réussi, eh bien, ce sont les terroristes qui auront su déjouer les travaux et la surveillance, la filature de ces forces de sécurité et de renseignement. Le deuxième temps, c'est celui du fameux contre-discours. Je ne cesse d'entendre « Ah, mais il faut un contre-discours pour contrebalancer les thèses islamistes ». Il ne suffit pas de dire contre-discours, il faut l'élaborer.
Et non seulement il faut l'élaborer, mais trouver les canaux de sa diffusion. Donc son élaboration doit être une hybridation de la tradition religieuse standard islamique, épurée, assainie de ces germes d'intolérance, de fanatisme, revenir à ces préceptes d'amour, de bonté, de miséricorde, d'ouverture, de sollicitude, de prise en compte de l'intérêt d'autrui, et marier cela avec l'héritage des Lumières. Je parle des Lumières européennes, de l'Aufklärung. Et c'est cette hybridation, ce mariage, qui a pu prévaloir à un moment donné, qu'il faut aussi mener conceptuellement, c'est-à-dire élaborer ce contre-discours, expliquer que la laïcité est un acquis de la modernité intellectuelle et politique, c'est une conquête de l'esprit humain et qu'on ne peut pas gouverner selon le désir politique de Dieu, et surtout mettre en avant la supercherie, la tartufferie, mais c'est un doux euphémisme, en tout cas l'escroquerie morale et intellectuelle qu'est l'idéologie islamiste. Et les canaux de diffusion sont, en tout cas en ce qui nous concerne, Fondation de l'Islam de France, l'université populaire itinérante qui va de ville en ville, de quartier en quartier, de cité en cité, adapter le vocabulaire et susciter le débat, et aussi notre campus numérique et notre université digitale. Bien. Troisième temps, c'est celui de la prise en charge éducative, culturelle et sociale. Parce qu'on ne peut pas rester uniquement au contre-discours élaboré et le diffuser. Il y a aussi un travail en profondeur de type éducatif, sur lequel je pourrais m'appesantir tout à l'heure, mais je préfère aller aussi au quatrième temps, c'est celui de la République. La République qui doit nourrir et instruire tous ses enfants. La promesse démocratique et le pacte républicain doit être pour l'ensemble de ces enfants, quels qu'ils soient. J'ai entendu tout à l'heure la ministre Sarah El Haïry dire qu'il faut du commun, et c'est ce que nous ne cessons de faire savoir, bien entendu. Avec tout cela, la Fondation de l'Islam de France a découvert une vocation de diplomatie parallèle qui consiste notamment pour les contextes islamiques, les sociétés musulmanes, je préfère plutôt dire cela que de dire les pays arabo-musulmans parce que la sémantique a besoin d'importance. Il y avait un travail de déminage, d'explication, de désamorçage, de présentation même de ce que c'est que la nation française, ses idéaux et sa tradition. La caricature est une tradition séculaire en France. Le fait de dire que l'islam est en crise, il ne s'agit pas tant des préceptes de la spiritualité islamique que des sociétés musulmanes qui croupissent sous des pesanteurs sociales et aussi politiques, des violences, du despotisme, des guerres, de l'ignorance, de la pauvreté qui côtoie l'opulence, etc. Donc ce travail d'explication est mené. Ma conclusion est de dire pour ce premier tour que toute idéologie, aussi mortifère soit-elle, fait des dégâts humains, bien entendu, mais nous avons à cœur de dire que ça ne dépassera pas dans le temps 2 à 3 générations. Nous l'avons vu avec le bolchevisme, nous l'avons vu avec le nazisme, nous l'avons vu avec d'autres idéologies mortifères séculières. Nous en avons une d'essence religieuse. Eh bien, il incombe aux théologiens, aux philosophes, aux intellectuels, aux penseurs, d'abord musulmans, mais quiconque animé de bonne volonté, bien de trouver encore une fois les ressorts pour dirimer, pour fendre et endiguer cette déferlante islamiste qui n'a pas besoin d'ailleurs de prétexte. C'est simplement une idéologie qu'il faut savoir encore une fois endiguer. Merci beaucoup, Monsieur Benchek. Je vais donner tout de suite la parole à Yanis Roder, car je sais qu'il doit partir après. Yanis Roder, vous êtes professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès, vous êtes également membre du Conseil des sages de la laïcité.
Alors, ça tombe bien, vous venez juste de coordonner justement l'enquête dont je parlais en introduction sur les enseignants face au séparatisme et aux contestations religieuses dans les classes. Est-ce que en 3 minutes, et alors je rappelle bien la règle à chacune et à chacun d'entre vous 3 minutes, parce que sinon on ne pourra pas faire de deuxième tour, est-ce qu'en 3 minutes, Yanis Roder, vous pouvez nous donner peut-être les grands enseignements, je crois, de cette enquête qui dresse un constat utile justement pour notre forum pour faire des propositions, notamment dans le cadre de la formation des enseignants. Yanis Roder, je vous laisse la parole. Merci, bonjour. Oui, je vais essayer d'être synthétique et rapide. Le premier enseignement, je crois que nous devons nous tourner vers l'hommage à Samuel Paty et ce qui en est ressorti dans l'enquête de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et Charlie Hebdo. Il s'est avéré que 19% des enseignants ont connu ou ont été témoins d'un incident lors de la minute de silence ou lors de la préparation de l'hommage à Samuel Paty, ce qui fait à peu près un enseignant sur 5, mais plus grave encore, ce sont 34% des enseignants, c'est-à-dire 1 sur 3, en réseau d'éducation prioritaire qui ont connu ce type d'incident. Ce qui est intéressant, c'est de mettre cela en miroir avec les chiffres annoncés par le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire les chiffres qui sont remontés par les canaux habituels, où on était au 18 novembre à 793 et on a fini le mois de novembre à un peu plus de 900 incidents. Alors, la responsabilité n'en incombe pas, je dirais, la responsabilité de cet écart qui évidemment est considérable n'en incombe pas au ministère qui, à travers ses équipes, travaille et essaye d'introduire ou plutôt de réintroduire une culture de l'information, c'est-à-dire et aussi de la protection des élèves et des enfants, puisque c'est de cela dont il s'agit. Et de fait, on a un décalage absolument considérable entre ce qui s'est réellement passé sur le terrain et ce que le ministère a pu obtenir comme information. Donc il y a là quelque chose qui questionne. D'autre part, on s'est rendu compte avec ce sondage que l'autocensure était un élément extrêmement important dans le monde enseignant aujourd'hui. Et si on se concentre non pas sur ceux qui se sont déjà autocensurés, puisqu'on a 49% des enseignants qui disent s'être au moins autocensurés une fois, on regarde ceux qui disent s'autocensurer régulièrement ou de temps en temps. C'est-à-dire, si on traduit très concrètement, plusieurs fois dans l'année, eh bien, on est à 27%. C'est-à-dire, plus d'un enseignant sur 4 s'autocensure sur des questions de religion face aux classes. C'est-à-dire, préfère taire certaines choses plutôt que d'avoir à affronter une réalité qui est parfois très compliquée. Et il faut avoir enseigné dans certains espaces pour savoir que c'est parfois très compliqué, très difficile. Je ne jette ici absolument pas la pierre à mes collègues enseignants, mais c'est simplement un constat que nous pouvons faire et cela témoigne de la difficulté qui est celle des enseignants face à ces questions de religion. Alors, dernier point qui me semble important, il est lié à un problème qui me semble extrêmement important au sein de l'éducation nationale. Il faut, pour que nous parvenions à lutter de manière efficace et concrète contre l'avancée de l'islamisme qui se manifeste aussi à l'école, l'école n'est pas étanche, hein, contrairement à ce que veulent croire certains qui sont critiques des sondages les uns et qui sortent, les sondages qui sortent et qui sont critiques les uns après les autres, après tous les sondages qui sortent, en disant systématiquement qu'il y a des biais méthodologiques et que de toute façon, en classe, on peut faire des choses. Heureusement qu'en classe, on peut faire des choses et ils ne nous apprennent rien. Simplement, ils ont du mal à voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire que l'école n'est pas étanche et que les problèmes qui se posent dans la société, eh bien, ils arrivent dans l'école. Et un des problèmes qui me semble important, c'est que les enseignants ne se tournent qu'à 56% vers leur personnel de direction quand il y a un incident. Et d'ailleurs, 16% des enseignants ne déclarent absolument pas l'incident. Donc, il y a là, me semble-t-il, une faiblesse de l'institution qu'il faudrait guérir, on va dire. C'est-à-dire que si l'institution ne fait pas bloc avec ses enseignants, ses équipes éducatives et avec ses corps de direction pour lutter ensemble de manière cohérente contre le discours islamiste qui rentre
à l'école par l'intermédiaire des élèves, eh bien, ce seront des marques de faiblesse qui risquent d'être utilisées par les ennemis de la République. Voilà ce que je pouvais dire, Jérémy, en 3 ou 4 minutes peut-être. Merci beaucoup, Yanis. Je vais tout de suite donner la parole à Djamila Benhabib. Djamila Benhabib, vous êtes politologue, essayiste. Vous avez notamment participé récemment aux côtés de 50 personnalités au livre Je suis Mila, qui était publié aux éditions Céramis, qui est un manifeste en faveur de la liberté d'expression et de la laïcité. On rappellera que vous avez fui l'Algérie en 1994, en pleine guerre civile, pour la France puis pour le Québec, où vous avez eu notamment un engagement politique pour la laïcité et les droits des femmes. Je vais rebondir pour vous poser la question sur l'intervention de Yanis Roder. Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, depuis l'assassinat de Samuel Paty, que ça y est, on aurait enfin pris conscience qu'il se passait quelque chose d'extrêmement grave, et notamment en France? Ou est-ce que vous avez le sentiment, encore, je dirais encore, que notre pays, la France, est toujours en retard et dans une forme peut-être de déni et n'a pas compris qu'il y avait peut-être des similitudes entre ce qu'il se passait et ce que vous aviez, vous, par exemple, vécu, par exemple, en Algérie? Djamila Benhabib, je vous laisse la parole. Merci pour cette introduction, pour cette invitation, pour cette organisation donc, importante autour d'une thématique que je connais bien, qui est celle de l'islam politique. C'est ainsi que je préfère la nommer. Islam politique qui a évidemment chamboulé ma vie, qui a chamboulé la vie de ma famille, de mon pays, au tout début des années 90, parce que à cette époque, l'Algérie faisait face donc à une montée de la violence sans précédent. Et à partir de là, je me suis mise évidemment à réfléchir sur les germes et les mécanismes de cette violence. Et si j'avais à dater, si vous voulez, l'irruption de cet islam politique en France, je n'hésiterai pas à identifier l'année 1989 comme étant le début de quelque chose. Le début au moins de deux guerres. Une guerre contre l'école, à travers évidemment cette question du voilement des filles, du voilement des élèves. Donc, l'islamisme nous a obligés à revisiter, repenser le logiciel de la laïcité qui a soudainement planté. Ce qui allait de soi pendant tant d'années était soudainement remis en cause. Donc ça, c'est le premier front, le front de l'école, de la laïcité des femmes, et évidemment un deuxième front qui est celui de la liberté d'expression, parce que cette année-là de 1989, c'est aussi l'année de la condamnation à mort de Salman Rushdie, c'est-à-dire un intellectuel écrivain, romancier anglo-indien qui a trouvé donc sa tête mise à prix par l'irruption de cette violence dans sa vie à travers donc la fatwa de Khomeini. À partir de ce moment, nous assistons évidemment à une rivalité entre l'Arabie saoudite mais aussi l'Iran. Nous assistons à un bouillonnement en Algérie avec la première victoire électorale du Front islamique du salut au municipal, et cette guerre donc contre l'école, la laïcité, les femmes, la liberté d'expression n'a jamais cessé en France. Elle s'est même intensifiée. Pourquoi s'est-elle intensifiée? Pour plusieurs raisons. D'abord, tout ce malaise, toute cette peur donc, qui caractérise, si vous voulez, notre société, nous avions besoin d'en témoigner. Tout à l'heure, donc, quand on parlait de l'école, quand on témoignait de ce qui se passait à l'école, eh bien, pour savoir donc, ce qui arrive, on a besoin d'une parole libre, on a besoin de médias, on a besoin d'un monde académique qui permet cette expression. Or, malheureusement, il s'est trouvé qu'en France, nous avons eu pendant de très, très nombreuses années eh bien, la montée de l'islamisme politique. Nous l'avons banalisé, nous n'avons jamais pris l'islamisme dans sa complexité, nous avons eu sa dimension idéologique, nous avons
fait fi de sa dimension géopolitique. Nous n'avons pas considéré donc la complexité de l'islam politique et donc par conséquent, nous l'avons, si vous voulez, catalogué comme étant un fait divers. Or, il y avait véritablement un projet de société, un contre-projet de société qui était en train de se mettre en place en France. Et là, je dois dire, je vais m'arrêter un moment pour identifier en fait la faille, à mon sens, la faille principale qui rejoint évidemment l'intitulé de ce panel qui est autour de la liberté d'expression. C'est-à-dire que ceux qui étaient censés faire des reportages, témoigner, analyser, décrypter, examiner, c'est-à-dire le monde médiatique, le monde intellectuel, le monde médiatique, moi je considère que ce monde-là a failli. Il a failli parce que pendant de très nombreuses années, si vous voulez, il n'a pas su faire les liens nécessaires entre ce qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée avec des assassinats, les assassinats de masse des intellectuels algériens, de simples citoyens. Bon, évidemment, il y a le cas de l'Algérie, mais il y a aussi le cas de l'Égypte avec l'assassinat de Farak Fouda, il y a l'assassinat de Chokri Bel'Aïd en 2013, donc des assassinats de masse qui ont ciblé des personnalités ou de simples citoyens appartenant donc au monde islamique, eh bien, n'a pas été pris à sa juste mesure, à sa juste valeur en France et ça ne nous a pas permis de faire les liens nécessaires. Donc, il y a aussi évidemment la place que la gauche a prise dans les débats et qui a toujours appréhender cette question de l'islam politique à travers un prisme qui est exclusivement social et exclusivement économique, c'est-à-dire qui n'est pas du tout idéologique. Alors, si vous voulez, pour toutes ces... Vous êtes obligé de vous couper, Djamila Benaïb. Oui, alors si vous voulez... On passera peut-être pour la deuxième session de conclure. Ouais. Parfait. Oui. Pour toutes ces questions-là, si vous voulez, nous avons mis du temps à nous réveiller. Merci beaucoup. Désolé, c'est pas très agréable de faire ça, mais j'en ai profité parce que ça faisait la bonne transition avec notre intervenant suivant qui est Jean Bienenbaum et qui parle et qui va justement parler de deux éléments que vous avez évoqués, à savoir le monde médiatique d'où il parle évidemment en tant que journaliste du Monde et aussi la gauche. Jean Bienenbaum, vous êtes journaliste, essayiste, rédacteur en chef donc, du Monde des livres et auteur notamment de deux essais donc remarqués. Je parlais de la gauche, l'un de ces essais c'est Un silence religieux, la gauche face au djihadisme qui était sorti en 2016 et le suivant, La religion des faibles, ce que le djihadisme dit de nous, qui était publié également au Seuil en 2018. Dans un article du Monde publié le 25 novembre dernier, un mois après l'assassinat de Samuel Paty, vous disiez que la gauche s'était trompée face à l'islamisme par péché d'orgueil. Alors moi, je voulais vous interroger sur la question suivante. Qu'entendez-vous par cela, par péché d'orgueil? Est-ce que ce péché d'orgueil n'est pas l'apanage finalement aussi de bon nombre de pays européens et pas uniquement de la gauche? Et idem que Djamila Benaïb, est-ce que vous avez senti un changement ou pas depuis l'assassinat de Samuel Paty? À vous. Oui, merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. C'est bizarre d'élaborer ces réponses collectives tout seul devant son écran. Enfin, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Merci Jérémy pour votre introduction et votre question. Ce péché d'orgueil, je ne comptais pas vraiment parler de ça d'abord, mais puisque vous m'y invitez, le péché d'orgueil, c'est celui d'une gauche qui effectivement est restée un peu engluée dans un logiciel progressiste qui, au moment de la guerre d'Algérie, était persuadé que tout l'ancrage du FLN, des indépendantistes algériens dans l'islam, n'était qu'une butte témoin d'une époque révolue. Et donc cette idée que forcément toutes les sociétés désiraient le modèle occidental et que la gauche avait la vérité de l'histoire, que la gauche savait où l'histoire allait, aussi bien en Algérie qu'en Iran, montre qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu péché d'orgueil parce que c'est le vieil héritage du tiers-mondisme. À un moment donné, on pense que toutes les sociétés vont converger vers le modèle occidental et que la gauche, étant seul dépositaire de cette vérité de l'histoire telle qu'elle va, peut incarner ce qu'il y a de plus désirable aux yeux de tous les dominés, de tous ceux qui veulent s'émanciper, etc., etc. D'où les alliances qui ont pu être menées, ou surtout une certaine complaisance et surtout un certain aveuglement à l'égard sur un point sur lequel je voulais insister pour
pour commencer. On verra ensuite dans le tour de table ce qu'on peut creuser. Mais je voulais insister sur le fait que ce péché d'orgueil, il est largement ancré sur un aveuglement qui dépasse, vous l'avez tout à fait dit, bien largement la gauche et aussi la France, qui est un aveuglement sur le religieux, ce que j'ai appelé le silence religieux, c'est-à-dire, vous savez, vous avez commencé en disant c'est le 11 janvier aujourd'hui, effectivement, ça se passe à 11 janvier, notre réunion. Je me souviens que cette manifestation historique du 11 janvier était une manifestation tout à fait silencieuse. On était tous bouche bée, sidérés, on n'arrivait pas à nommer les choses. Et je pense que si ces attentats avaient été commis par des gens qui se réclamaient du nazisme ou du fascisme, on aurait dit des choses. Là, il se trouve qu'un peu comme pour les enseignants, comme pour beaucoup d'enseignants aujourd'hui, qui s'autocensurent, comme le disait Yanis Roeder juste à l'instant, effectivement, sur les questions de religion, sur les questions d'islamisme, on n'arrive pas à nommer les choses et on est interdit, on est sidéré. Il y a quelque chose comme une parole empêchée. Et moi, c'est le point sur lequel je voulais insister d'emblée, c'est que effectivement, il faut que nous sortions collectivement de cette incapacité à nommer le religieux là où il est. Nous avons, Jamila Benhabib le disait à l'instant, toujours en tête les causalités économiques, sociales, géopolitiques, mais dès qu'il s'agit de la foi, eh bien, on n'y croit pas. C'est un peu paradoxal, c'est la foi, on n'y croit pas, alors que spontanément, on a tendance à prendre en compte les causalités économiques, sociales, géopolitiques, etc. Et de ce point de vue, pour nous, Européens, quand je dis nous, c'est un peu les Européens du XXIe siècle, héritiers d'une longue sécularisation, on a du mal à prendre au sérieux la religion. Pour nous, la religion est toujours donc une illusion vouée à être dissipée, et c'est toujours une sorte de voile. Vous savez, il y a toujours toute une métaphore comme ça qui court de génération en génération, qui fait de la religion un déguisement. Engels, le camarade de Marx, parlait du déguisement religieux. Et Alain Badiou, qui exerce une si grande influence aujourd'hui en France et au-delà, parle des djihadistes en disant « ce sont des bandits, des fascistes, pour eux la religion n'est qu'un vêtement ». Donc, de Engels à Badiou et en passant par tant d'autres, la religion est toujours quelque chose qui vient voiler le réel tel qu'il est, le réel qui serait toujours économique, social, politique et non pas religieux. Et je crois qu'un des grands travaux, un des grands efforts collectifs qu'il faut qu'on mène ensemble, c'est de reconstruire une capacité à prendre au sérieux le religieux. Aujourd'hui, plus les djihadistes invoquent le ciel, plus nous tombons des nues, parce que nous n'arrivons pas à considérer que la religion puisse être quelque chose de solide. Et quand je dis religion, et je terminerai par là, je ne veux pas dire simplement une sorte de discours théorique ou des choses abstraites ou dogmatiques, on parlait d'idéologie tout à l'heure, mais je veux parler d'espérance. Le séparatisme dont on parle aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est une espérance de commun pour les djihadistes. Les gens disent souvent, on les entend dans leurs témoignages, moi ce que je le fais par amour, je suis aimanté par une espérance qui est internationale. Et donc ce séparatisme dont nous parlons aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est d'abord un universalisme qui vient percuter violemment et dans le sang notre universalisme à nous, Européens, progressistes, etc. Et c'est un universalisme conquérant, le djihadisme. Donc je pense qu'une des grandes choses, c'est de réapprendre à saisir cette matérialité, le fait que la religion puisse être une cause autonome, un facteur essentiel et autonome en politique comme à l'échelle internationale. Merci beaucoup, Jean Bienbaum, pour cette intervention. Je vais donner la parole maintenant à Laure Dossi. Laure Dossi, vous êtes journaliste pour Charlie Hebdo depuis maintenant 6 ans. On vous doit de très nombreuses enquêtes fouillées, notamment sur toutes les questions qui sont très au féminisme, à la laïcité, aux discriminations, à la liberté d'expression. Et j'aimerais à ce stade peut-être vous interroger justement, vous, spécifiquement sur la notion de liberté d'expression et avec un angle peut-être particulier qui est les raisons, selon vous, des incompréhensions et des attaques que subit votre journal, Charlie Hebdo, par une partie de la gauche, d'une part, et notamment dans la presse anglo-saxonne, on l'a encore vu, évidemment, au moment de l'assassinat de Samuel Paty. Laure Dossi, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Jérémy pour cette question. Alors, bon, en tant que journaliste, on préfère toujours plutôt être du côté de celui qui interviewe plutôt que d'être invité, mais merci beaucoup quand même pour l'invitation. Et il était important effectivement de participer à ce sommet, à cette rencontre, puisque effectivement Charlie est devenu un symbole, celui de la liberté d'expression, mais il est parfois très mal compris et c'est peut-être l'occasion de rétablir quelques évidences concernant Charlie, mais qui sont souvent complètement ignorées par certains. Donc, alors, il y a eu en cette année très spéciale, évidemment, avec le procès des attentats,
plus de soutien, il faut quand même le souligner, qu'auparavant, notamment de la part de la presse française, avec cette tribune notamment signée par une centaine de médias. C'était vraiment très important pour nous que Charlie ne soit pas seul pour défendre la liberté d'expression, c'est même primordial. Pourtant, il y a eu, vous l'avez dit, encore et toujours de la part de politiques ou de la part d'une partie de la presse, effectivement, je pense notamment à certains titres de la presse anglo-saxonne, manifestement des incompréhensions par rapport à ce qu'est Charlie. On a vu des articles sous-entendant que Charlie l'avait bien cherché ou que Charlie était raciste, islamophobe, s'en prendrait aux plus faibles, etc. Et puis même des hommes politiques qui nous ont assimilés, par exemple, à Valeurs Actuelles. Alors, quand on est journaliste à Charlie Hebdo, c'est assez désespérant, assez révoltant même d'entendre Charlie présenter ainsi. Alors, faut-il le rappeler, Charlie est un journal de gauche, antiraciste, qui s'est battu à plusieurs reprises, notamment aux côtés de l'association SOS Racisme, contre le FN notamment, contre les tests ADN à l'époque proposés par Nicolas Sarkozy. C'est un journal, vous le savez, qui défend la laïcité. Je rappelle que la laïcité est au départ une valeur de gauche, même s'il a été instrumentalisé par l'extrême droite, mais qui, à ses origines, combattait cette laïcité. Et aujourd'hui, si l'on en croit certains à gauche, donc il faudrait laisser tomber cette laïcité parce qu'elle a été instrumentalisée. Au contraire, je pense qu'il faut la défendre, rappeler qu'elle est une valeur émancipatrice. Avec la laïcité, la religion relève de l'intime, ça c'est important, et ce qui relève du collectif, du public, du politique, n'est pas dominé par la loi religieuse. Alors, vous le savez, Charlie est un journal de caricatures. On a republié en septembre les caricatures de Mahomet avant le procès, car ces caricatures, eh bien maintenant, ont presque une valeur historique. Et surtout, tout le monde en parlait finalement sans savoir de quoi il s'agissait. Et beaucoup de gens finalement se sont rendus compte, j'ai eu beaucoup de réactions comme ça quand les gens les ont redécouverts finalement, ou découverts même, et bien se sont rendus compte finalement en les revoyant qu'elles sont totalement anodines. Vraiment tellement anodine. Et j'ai interviewé aussi à la rentrée les caricaturistes danois, auteurs de ces caricatures, qui m'ont dit eux-mêmes parfois combien ils les trouvaient parfois ennuyeuses. C'est le mot d'un des caricaturistes. Et pourtant, ces caricaturistes, 15 ans après, sont toujours sous protection policière. Et ce sont ces caricatures qui auraient été le mobile du crime. On a vu après que même le fait de boire un verre en terrasse ou d'assister à un concert était une raison aussi pour être tué par des terroristes. Donc revenons aux caricatures. Pourquoi elles sont importantes? C'est une invitation à réfléchir en étant bousculé, surpris, choqué. Je l'explique, parce que je crois qu'il y a des journalistes de la presse anglo-saxonne en plus qui nous écoutent. Donc oui, choqué, parce que la caricature, c'est étymologiquement charger la barque. Donc forcément, c'est exagéré, forcément, c'est outrancier, il faut le prendre comme tel. C'est l'expression d'une opinion, d'une mise à distance, quelque part, du réel, qui est faite pour réfléchir, qui est faite pour réagir et par la même occasion, pour réfléchir. Et c'est bien dommage d'ailleurs que certains journaux comme le New York Times ont complètement renoncé à avoir des caricatures dans leur journal. Et qu'est-ce qui est caricaturé? Eh bien, Charlie s'est toujours moqué de tous les tabous, la politique, le plus souvent, c'est souvent des hommes politiques, des femmes politiques qui sont caricaturées, des stars de télé, le football aussi, tout ce qui est sacré, en fait, est objet de vénération. Alors, bien sûr, dans ces tabous, eh bien, il y a la religion et les intégrismes religieux. Il y a quelques années, lorsque Charlie se moquait des cathos, toute la gauche soutenait le journal, parce qu'on trouvait que c'était plutôt fort et intéressant et important et émancipateur de mettre à distance la religion, parce qu'il faut se rappeler que toute religion est forme de pouvoir, toute religion est patriarcale d'ailleurs. Et maintenant, eh bien, au nom de l'antiracisme, d'autres intervenants l'ont dit, on n'accepte plus de critiquer ce que j'appelle moi la bigoterie religieuse. J'ai vu un reportage des associations féministes soutenir le port du burkini parce que soi-disant c'était le choix des femmes d'être pudiques. J'ai vu des militantes féministes soutenir par exemple le patron de Baraka City, qui est quand même un salafiste qui ne serre pas la main des femmes. Tout ça au nom de l'antiracisme. Alors, on n'accepte plus la critique de la religion, car le dogme religieux est perçu souvent comme une identité indissociable du croyant. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et un élément important, d'ailleurs, qu'on rappelle toujours, c'est que les caricatures se moquent des dogmes, des croyances, mais pas des croyants eux-mêmes. C'est peut-être une différence parfois complexe à expliquer, notamment auprès d'un jeune public, mais il faut la marteler. Et je sens que je suis trop longue, mais je termine
très rapidement. Ouais, on complétera sur la deuxième après. Allez, vas-y. Ok, ben voilà, je voulais juste dire que c'est même condescendant de considérer que certains croyants ne comprendraient pas la moquerie, ne comprendraient pas les caricatures. Et je souligne d'ailleurs une tribune intéressante publiée dans l'Express cette semaine par un militant des SOS Racisme, Nasser Hamdan, qui est musulman, se présente comme un musulman progressiste et qui appelle lui-même d'autres musulmans à publier eux-mêmes des caricatures de Mahomet. Voilà. Merci beaucoup, Laure, pour ton intervention, qui est une intervention, je pense, très, très importante pour le débat qui est le nôtre aujourd'hui et que la voix de Charlie Hebdo s'exprime lors de notre forum est quelque chose d'évidemment très important. Hamadi Redissi, vous êtes politologue, islamologue. Votre dernier livre s'appelle L'invention des modernités en islam. Il a été publié chez CERES en 2020. Vous venez de terminer, je crois, la rédaction d'un ouvrage justement sur la liberté d'expression et l'islam. Et donc, ça permet de faire le lien aussi avec l'intervention de Laure qui vous a précédé. Et la question pour vous, du coup, est toute trouvée. Quels sont les liens et les nœuds, d'abord avant tout les nœuds, sans doute, qui existent entre islam et liberté d'expression? Je vous cède la parole. Merci pour cette invitation. Je vais intervenir sur la question de la liberté d'expression en islam, le sujet que je connais le mieux. La question se pose bien sûr depuis les attentats perpétrés contre Charlie. Et donc, pour l'essentiel, la réaction a été de disculper à raison l'islam, il faut le dire, de ce forfait. Mais en même temps, de là à distinguer, à opposer l'islam des Lumières à l'islam des ténèbres, l'islam tolérant à l'islam fanatique, l'islam paisible à l'islam belliqueux. Mais que peut-on dire de plus quand on les a opposés, quand on a chargé l'islam radical de tous les maux des musulmans et de l'islam en général? Je voudrais insister ou parler particulièrement du blasphème dans une perspective historique, c'est-à-dire qui distingue entre l'islam médiéval et l'islam moderne, quoique l'islam, dans une certaine mesure, est continuiste, c'est-à-dire le passé se prolonge dans le présent, qui fait que la tradition est toujours présente dans la modernité. La thèse de l'islam classique, toute branche juridique confondue, et je parle là du droit islamique. La thèse est la suivante: quiconque insulte Dieu, la religion et le prophète encourt la peine de mort, à moins qu'il ne se repente. Cette thèse, qui a été élaborée vers le XIIe siècle, a structuré pratiquement tout le Moyen-Âge tardif. Certes, l'islam a connu, bien entendu, une pensée libre, et même d'un athéisme. Il y a des ouvrages qui ont évidemment documenté cette pensée libre. Je pense à l'ouvrage de Dominique Urvois et l'ouvrage de Sarah Strunza. Mais je parle du point de vue strictement juridique. Au XIXe siècle, l'islam a essayé de sortir du carcan de la tradition. C'était un grand moment de lumière avec la naissance de la presse libre, y compris satirique, illustrée par des caricatures cruelles à l'égard des princes et à l'égard des religieux. Mais ce moment s'est refermé sur lui-même au XXe siècle, notamment à travers trois interdits majeurs qui vont être codifiés dans des lois, qui vont être appliquées par la jurisprudence et qui vont nourrir les fatwas. Ce sont l'interdiction de l'offense à la religion, l'interdiction de l'insulte au prophète et l'apostasie. Dans ces conditions, je me demande justement si les terroristes ne se réfèrent pas à cette tradition surannée et qui est reprise malheureusement par une modernité inachevée. Voilà l'argument principal. Dans ces conditions, poser également la question de la laïcité en pensant seulement opposer l'islam laïque aux islamistes
pose un problème concernant la nature même de cette laïcité qu'on voudrait ici double, non pas contre l'islam radical, mais également contre les États autoritaires et confessionnels. Donc il y a, si vous voulez, une sorte d'affinité élective ou des passerelles entre l'islamisme, l'islam officiel et même une certaine opinion conservatrice. Ne pas prendre en considération ce spectre me semble ne tenir compte que d'un seul aspect, c'est-à-dire la lutte contre l'islamisme. Merci beaucoup, Hamady Reddissi, et également pour le respect du temps. On va conclure le premier tour avec vous, Pierre-Henri Tavoyot. Je rappelle, vous êtes philosophe, président du Collège de philosophie. Votre dernier ouvrage, La morale de cette histoire, guide d'éthique pour temps incertains, c'était publié chez Michel Lafon en 2020. Lord aussi, tout à l'heure dans son intervention, nous a parlé de la solitude française en matière de liberté d'expression et de l'incompréhension de cette notion chez les pays anglo-saxons. J'ai envie quasiment de vous poser la même question, mais pour ce qui est du sujet de la laïcité et de la laïcité à la française, est-ce que vous constatez ou vous avez constaté la même solitude française en matière de laïcité? La parole est à vous. Oui, je crois que comme tout le monde, mais ça a été déjà beaucoup dit, juste après l'abject assassinat de Samuel Paty, j'ai été sollicité par Al Jazeera d'une part et le New York Times d'autre part pour une interview et pour réagir. Et c'est vrai que je me suis senti assez seul et un peu traumatisé parce que d'un côté, on avait le sentiment que ce qui témoignait, c'était l'idée que la laïcité était une sorte de machine de guerre contre la religion en général et l'islam en particulier, et que d'un autre côté, la laïcité apparaissait comme une machine de guerre contre les identités en général et les minorités en particulier. Donc on se sent effectivement assez largement piégé à gauche et, si je puis dire, à droite. Enfin, c'est un peu bizarre de le dire comme ça. Et par ailleurs, et ça c'est plus compliqué, c'est-à-dire que cette espèce de double contrainte, de fourchette, comme on dit, aux échecs ou aux dames, se retrouve même dans notre espace public. C'est-à-dire qu'on a le sentiment effectivement d'une très grande confusion des esprits. Témoignage récent de ce qui peut se passer dans les INSPE, donc dans les anciens UFM, très, très, très douloureux, le fait que les enseignants eux-mêmes en formation soit ne voient pas du tout ce qu'est la laïcité, soit considèrent que c'est une espèce d'oppression qui tombe d'ailleurs de cet État contre lequel ils ont envie de se rebeller. Et donc, vraiment, il y a un problème qui est très massif. Alors, je ne vais pas gloser davantage sur cette question parce que le constat a été fait. Moi, je voudrais juste évoquer, puisqu'on a demandé à être concret, une petite réponse qu'on a essayé modestement de faire à la Sorbonne depuis quelque temps et qui réagissait effectivement aux attentats. C'est le sentiment de se dire, mais que peut-on faire finalement? Donc, faire ce qu'on sait faire, en l'occurrence des formations. Et donc, nous avons décidé de créer un diplôme universitaire à la Sorbonne, référent laïcité, mais avec une démarche un peu particulière, je voudrais décrire parce qu'elle me paraît, elle a été longue, mais elle est intéressante. Il s'agissait de partir vraiment de la demande. Cette formation, ce diplôme, s'adresse à des professionnels, des gens en exercice, services publics, privés ou associations, qui sont confrontés à un certain nombre de problèmes. Et on a passé longtemps, presque 3 ans, à les écouter, à essayer de recueillir leur expérience pour voir ce dont ils avaient besoin. Alors, ce dont ils avaient besoin, voilà le résultat que je vous livre très rapidement, c'était d'avoir des idées claires. C'est comme nous tous sur ces questions. Je pense que c'est vraiment le grand défi. Avoir des idées claires sur cette question de laïcité. On peut le dire rapidement, mais on aura l'occasion d'y revenir peut-être. Avoir les idées claires, c'est-à-dire des repères culturels, des repères juridiques, des repères historiques, des repères philosophiques. Mais ça ne suffit pas. Avoir les idées claires, il faut aussi les mettre en pratique. D'où le fait que cette formation propose des éléments de comme on dit, de gestion de crise, de coaching, de mise en situation avec des professionnels qui permettent effectivement de mettre à l'œuvre dans des situations où la crise apparaît, où la crise se dessine, où le fait religieux est en cause, essayer de résoudre ces problèmes et d'entraîner. Troisièmement, quelques éléments de culture religieuse. Mes prédécesseurs, certains d'entre vous, notamment vous, Monsieur Reddissi, vous l'avez dit, il nous manque des éléments de culture, des éléments de culture générale religieuse. La déreligiosisation est générale.
certains ont pu parler même de la sainte ignorance. Voilà, nous ne savons plus déterminer ce qui relève du religieux, ce qui ne relève pas du religieux, et il ne s'agit pas de transformer les gens en théologiens, surtout pas, mais d'arriver à identifier les problèmes par des éléments de culture religieuse. Quatrième moment de ce DU, c'est aussi des débats, c'est-à-dire aussi s'armer pour des discussions. Cette laïcité, voilà, on peut le regretter, mais c'est comme ça, est en débat, est en discussion. Il y a plusieurs versions possibles, c'est regrettable, mais en tout cas, mieux vaut affronter cette diversité, cette pluralité. Et puis, cinquièmement, c'est un élément important. Quand on est un professionnel en situation de responsabilité dans une entreprise, association ou un service public, il faut aussi être un peu au clair avec soi-même. Et donc, il faut aussi un peu de coaching personnel, c'est-à-dire on peut être tenté dans certaines situations de surréagir, de mal réagir, parce que voilà, on a une histoire chacun qui nous est propre, et cette lucidité à acquérir est aussi importante. Donc voilà un peu le projet de cette formation, vraiment venu de l'idée d'être utile aux professionnels, utile, et de tresser une sorte de réseau et de faire en sorte qu'on arrête d'avoir ce brouhaha de pensées confuses qui partent dans tous les sens, et d'avoir aussi, je le dis comme ça et comme je le pense, d'avoir aussi un certain nombre, un réseau de personnes fiables en France, dans tous les domaines, qui soient capables de réagir aux situations, qui soient capables d'alerter, de repérer des signaux faibles. Je pense que ce type de formation est vraiment quelque chose qu'on devra urgemment développé. Merci beaucoup, Pierre-Henri Tavoyot. On va démarrer alors le deuxième tour. On a 20 petites minutes. Je vous proposerai aux uns et aux autres de compléter, évidemment, si vous en avez besoin, vos propos lors du premier tour, et peut-être de profiter d'ores et déjà du deuxième tour, peut-être pour faire, mais comme l'a fait Pierre-Henri à l'instant, de faire peut-être la proposition, ou de mettre en débat tout de suite la proposition que vous souhaiteriez voir émerger de ce forum. On va démarrer peut-être avec vous, Khaled Benchek. Je sais que vous aviez évidemment aussi le souhait de parler et de vous exprimer sur la montée aussi de l'islamisme en français en Europe au cours des dernières décennies. Et si vous pouvez conclure aussi votre intervention de 3 à 4 minutes par la proposition qui vous semble intéressante à mettre dans le débat. Eh bien, très bien. C'est à la fois une conclusion et puis une sorte de préconisation. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui est dit depuis tout à l'heure. Ce n'est absolument pas une quelconque critique de ma part, c'est le format de ce genre de rencontre, mais vous vous rendez compte, un sujet aussi crucial, aussi important, on l'aborde, certes avec des experts et des intelligences, en 2 ou 3 minutes, alors que ça nécessite des colloques, des symposia et des séminaires. Allons-y. Toujours, il ne faut pas confondre les temporalités. À chaque fois, quand on a un attentat de terrorisme islamiste abject, on est dans la sidération, dans la colère, dans l'effroi, dans l'épouvante, dans l'indignation. Et on dit il ne faut surtout pas comprendre, parce que comprendre, c'est déjà excuser. Or, il faut du temps pour l'analyse, pour la compréhension, mais qui dit comprendre ne dit pas admettre, bien entendu. Et il me semble que depuis que cette idéologie mortifère, l'islamisme radical, gangrène à la fois les psychés, mais aussi les consciences, notamment de la jeunesse musulmane, mais pas uniquement, il y a ce qu'on appelle une condensation multidimensionnelle de facteurs, de paramètres, de raisons qui nous ont amenés à cette situation. On a au moins une dizaine que je vais passer en revue sous forme de catalogue. Il y a la lecture sociale ou sociologisante. D'emblée, j'ai envie de dire, ce n'est surtout pas une excuse sociale, mais elle existe. Nous avions là le Premier ministre Valls qui nous a parlé d'un apartheid social et on joue là-dessus. Le terreau permet à certains de recruter, si je puis dire, en faisant miroiter je ne sais trop quelle cité merveilleuse. Deuxième niveau, c'est celui des rapports géostratégiques dans les rapports internationaux sur lesquels on joue.
il y a l'approche politique au sens de la gestion des affaires de la cité, il y a la lecture psychanalytique avec l'absence de l'autorité du père, l'absence de repères, les failles identitaires, les carences affectives, etc. Il y a une lecture millénariste, apocalyptique, nihiliste, sur laquelle je ne m'appesantis pas, et j'ajoute deux autres strates que sont la strate théologique. Tout à l'heure, j'ai entendu Pierre-Henri Tavoileau dire il ne faut surtout pas former des théologiens à juste raison. Simplement, on fait de la théologie pour peu qu'on tienne un discours sur le divin, un peu comme M. Jourdan. Et donc, l'approche théologique, et j'ai entendu Hamadi Ridissi tout à l'heure passer en revue l'ensemble de ce que peut la tradition religieuse islamique a pu sous-tendre, à la fois comme civilisation impériale brillante, mais aussi comme horreur. Et il y a aussi une lecture ou approche culturelle. Et on a besoin aussi d'inclination pour les valeurs esthétiques, pour les belles lettres, les beaux-arts, pour les humanités, pour la musique, pour la poésie, pour flatter les sens, assainir l'âme, pour une sorte d'élévation, et il faut y investir. Donc ce type de réponse, sans vouloir vendre dans une forme de réclame ce que fait la Fondation de l'Islam de France, mais elle les prend en charge. Il y a une prise en charge éducative, culturelle, sociale pour avoir tous ces aspects, tant en France que de par le monde, parce que nous avons la faiblesse de croire que ce que nous faisons peut être transmissible ailleurs, et notamment sous des climats moins cléments que le nôtre, là où instrumentalise, manipule, etc., la religion pour d'autres fins que spirituelles. J'arrête là. Merci beaucoup. C'était très synthétique et très clair. On va repartir avec vous, Djamila Benhamid. Évidemment, je vous laisserai compléter, vu que je vous ai coupé en plus tout à l'heure, s'il y avait un certain nombre de choses que vous vouliez ajouter à votre propos. Mais je vous lance quand même une question, sachant aussi que si vous avez une proposition à mettre dans le débat, évidemment, c'est le moment. Vous disiez tout à l'heure qu'une partie du problème, vous le datiez en France de l'année 1989 et l'affaire de Creil. Ce qui est très frappant quand on regarde les enquêtes, et notamment le soutien, par exemple, à la loi qui a découlé justement de cette affaire de Creil, qui est la loi de 2004, c'est qu'il y a une vraie rupture générationnelle. C'est-à-dire que quand vous interrogez la population d'une façon générale, notamment sur leur soutien à la loi de 2004, il y a un soutien massif, unanime à la loi de 2004 sur l'interdiction du port de signes de religieux à l'école. Quand vous interrogez les 18-25, il y a un soutien qui est minoritaire sur la pertinence de cette loi, sur le fait de défendre cette loi, les 18-25 qui sont dans une espèce de démarche de liberté et respect, de liberté totale d'expression religieuse, notamment à l'école. Comment on fait pour casser cette rupture générationnelle qui peut avoir un impact dans quelques années sur la défense ou non de la loi justement de 2004 ? Comment on fait je ne sais trop. Par contre, pourquoi est-ce que cette fracture existe on peut essayer donc d'y répondre. Et je pense que la perspective d'une société, de sociétés en fait occidentales de plus en plus fracturées, de plus en plus individualistes, où l'individu donc a pris toute la place, mais pas l'individu au sens de l'être citoyen, non, l'individu au sens véritablement d'individualisme coupé des autres. Là, c'est le premier élément. Et je pense qu'aussi, à partir des années 89, il y a eu évidemment une accélération aussi de la rivalité entre deux modèles, c'est-à-dire le modèle anglo-saxon et le modèle universaliste républicain. Et malheureusement, sur le terrain, par exemple, de la diplomatie, sur le terrain de la circulation des idées, sur le terrain de la défense des modèles, nous n'avons pas beaucoup senti la France présente dans le monde. Moi, je peux témoigner, par exemple, de mon expérience. J'ai été au Québec pendant de très nombreuses années. S'il y a bien un endroit dans le monde dans lequel on peut comprendre évidemment ce qu'est la France, parce qu'on aime la France, parce que nous sommes, les Québécois sont des cousins de la France, eh bien, je n'ai pas senti pendant ces années la France investir et s'investir sur le terrain des idées, ne serait-ce que par la défense de la laïcité. Or, le Québec
défend la laïcité. Le Québec a ratifié donc une loi sur la laïcité de l'État et à ses côtés, je n'ai pas véritablement vu la France. Donc on peut dire que véritablement sur le modèle donc, de la défense du républicanisme, de l'universalisme et de la laïcité, en tout cas au niveau diplomatique, il y a beaucoup à faire. Mais vous me permettrez aussi d'ajouter que dans cette lutte contre l'islam politique, il faut de la cohérence, il faut de la volonté politique, il faut de la mémoire, il faut de la capacité à faire des liens et évidemment, il faut lancer des ponts. Or, la France, mais aussi de nombreux pays européens, ont affiché une grande ambiguïté, ne serait-ce que par exemple vis-à-vis de son positionnement par rapport à des régimes autoritaires donc, dans le monde musulman, mais aussi par rapport au soutien aux frères musulmans. Rappelons-nous que Ranouchi, par exemple, a séjourné pendant une vingtaine d'années donc, en Angleterre. Rappelons-nous que les dirigeants du Front islamique du salut, ceux-là même qui revendiquaient les attentats islamistes contre les civils en Algérie, le faisaient des grandes capitales occidentales. Alors, comment voulez-vous combattre l'islam politique en Europe et soutenir des régimes autoritaires, voire des frères musulmans, eh bien, sur l'autre rive de la Méditerranée. Donc, je pense que c'est tout ceci qui mériterait donc véritablement un examen de conscience, car honnêtement, je n'ai pas aujourd'hui le sentiment qu'on a revisité, donc qu'on a révisé les positionnements donc, diplomatiques et géostratégiques, donc s'agissant de ces soutiens. Il y a toujours énormément d'ambiguïté. Il y a des soutiens, il y a encore des soutiens donc, importants vis-à-vis d'idéologies islamistes, vis-à-vis d'États qui continuent de promouvoir, y compris le terrorisme, à l'échelle internationale. Et donc, ce sont ces messages qui sont totalement contradictoires qui, à mon avis, eh bien, rendent peut-être le message à l'intérieur de la France plus faible et, si vous voulez, beaucoup moins cohérent. Merci beaucoup, Djamila. Jean Bienenbaum, évidemment, je vous laisserai réagir si vous souhaitez réagir aux propos que vous avez entendus. Peut-être une question malgré tout. On est à un peu plus d'un an maintenant de l'élection présidentielle. Vous avez fait un livre justement sur la gauche et le silence religieux de la gauche sur ces sujets-là et sur ces questions-là. Est-ce que vous notez pas, malgré tout, une évolution dans les prises de position du Parti socialiste d'une part sur ces sujets? Un autre exemple, Anne Hidalgo récemment, dans Charlie Hebdo, une grande interview sur le sujet en défendant l'universalisme, la laïcité et les Lumières. Djamila Benaïd demandait de la cohérence à la France dans ses soutiens diplomatiques. Est-ce que la gauche est plus cohérente qu'avant dans ses soutiens et dans ses prises de position politiques sur ce sujet? Oui, sans doute. Bon, vos questions sont toujours très profondes et exigeantes. Elles demanderaient beaucoup de développement. Et Khaled Benchir dirait qu'on est trop court et trop bref. Il aurait raison. Oui, il y a des évolutions, mais je pense qu'on n'est pas complètement sorti d'un certain aveuglement, d'un certain déni du religieux en tant que tel. On continue à réduire la religion à une sorte d'idéologie comme ça, abstraite, et à pas voir ce que ça peut impliquer de rapport au monde, de rapport au corps, le sujet physique presque charnel, le rapport au temps, à la nourriture, etc., que crée la religion. Et surtout, je crois que l'un des problèmes massifs qui se pose, et ce sera moi pas ma petite proposition, parce que je n'ai pas de proposition très concrète à faire, je ne suis pas bien placé pour ça, et je pense que toutes celles qui sont faites sont très bonnes. Mais disons que moi, je pense qu'on pourrait, si j'avais une proposition, ce serait un peu sur le terrain que vous dites, et sur le terrain de l'examen de conscience dont on parlait juste avant. Je pense que toutes ces questions-là charrient beaucoup de choses compliquées, de mauvaises pulsions, etc. Et une des mauvaises pulsions qui nous travaille en permanence sur ces questions, c'est la peur. Mais pas n'importe quelle peur. La peur du terrorisme, mais aussi la peur de faire le jeu de. Je crois que c'est parfois une bonne chose. On a peur de faire le jeu des extrêmes, le jeu de la stigmatisation, le jeu du racisme. Il faut avoir peur de ça. Il faut toujours s'en
s'en défaire, il faut toujours échapper à cette récupération. Et en même temps, à chaque époque, que ce soit l'époque du stalinisme ou ceux qui dénonçaient le goulag à gauche avaient été accusés de faire le jeu du fascisme ou du nazisme, ou à l'époque coloniale où ceux qui étaient à gauche soutenaient les indépendantistes et en même temps dénonçaient la torture et les crimes du FLN, étaient accusés de faire le jeu des partisans de l'Algérie française. À chaque fois qu'on a accusé des gens de faire le jeu quand ils étaient un peu dissidents à l'intérieur de leur famille politique, on a bien vu que ce n'était pas pour le meilleur. Et je pense qu'aujourd'hui, un des grands problèmes qui se pose, pour rejoindre ce qu'a dit Amadi Redissi très bien, c'est qu'on a peur, par exemple, de faire le jeu de l'extrême droite quand on dit tout simplement que l'islamisme n'a pas rien à voir avec l'islam et que le djihadisme n'a pas rien à voir avec l'islamisme, donc avec l'islam. On sait très bien, ça a été dit au sommet de l'État en 2015, c'est dit encore régulièrement au sommet de l'État, dans les studios de radio, un peu partout. On croit à nouveau, parce qu'on a peur de faire le jeu de stigmatisation, on croit qu'on est vertueux en disant ça, en étant dans ce que j'ai appelé le rien-à-voirisme, hein, c'est-à-dire en disant que ça n'a rien à voir avec l'islam, et en fait, on sombre dans le pire, c'est-à-dire qu'on poignarde dans le dos tous les intellectuels musulmans, tous les croyants musulmans qui, eux, savent très bien qu'il y a un rapport, que toutes les religions produisent leurs avatars dogmatiques, voire meurtriers, et qu'aujourd'hui, il y a une sorte de guerre civile mondiale qui ravage l'islam de l'intérieur. Et comme l'a dit Amadi Redissi, c'est très difficile de faire la part des choses entre un certain islam classique, etc., et parfois l'islamisme. Et donc aujourd'hui, il faut s'en remettre, il faut arrêter de dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce sera ma proposition. Cesser d'avoir peur de faire le jeu quand on constate très simplement que non, l'islamisme n'a pas rien à voir avec l'islam. Et donc, quand on cesse de trahir ou de planter un poignard dans le dos de tous les musulmans qui, eux, savent très bien que ça a un rapport et qui essaient de soustraire leur foi aux fanatiques. Voilà. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup. Jean Bienbaum, on va enchaîner tout de suite avec Laure Dossi. Laure, peut-être deux questions, en tout cas deux parties d'intervention. D'abord, pour illustrer ce qu'a dit Yanis Roder, je sais que vous avez travaillé sur la situation justement dans les écoles et dans les universités, dans vos deux derniers articles pour Charlie Hebdo, notamment sur une professeure à Nanterre, à l'université de Nanterre, et un autre article en préparation qui a déjà été publié, je ne sais plus, au sujet du professeur de Lyon accusé d'islamophobie dont je parlais tout à l'heure. Peut-être voilà, que vous évoquiez cela pour illustrer les propos de Yanis Roder et peut-être que vous concluiez avec là ou les deux axes de proposition pour continuer à mener le combat et notamment pour la liberté d'expression. Oui, alors effectivement, j'ai recueilli le témoignage d'enseignants qui font ce constat aussi que l'on a évoqué, que beaucoup de leurs élèves ne comprennent pas que l'on critique la religion. Pour beaucoup de jeunes élèves ou d'étudiants, c'est immédiatement considéré comme un manque de respect, comme une offense, et ce respect doit passer pour un certain nombre de jeunes avant la liberté d'expression. Et effectivement, il y a ce sondage qu'on avait publié dans Charlie Hebdo début septembre aussi, qui montrait que 75% des jeunes considèrent qu'il faut respecter la religion, ne pas offenser les croyants. Cet autre chiffre aussi qui montre que 21% des moins de 25 ans, soit un jeune sur 5 quand même, ne condamnent pas explicitement les auteurs des attentats du 7 janvier 2015. Donc c'est contre 8% dans la moyenne nationale. Donc c'est des chiffres effectivement qui peuvent être un peu inquiétants. Mais voilà, face à ça, et ça fait aussi, enfin je réponds à deux questions un peu en une, je pense que ce qui est important, c'est le rôle des enseignants. Et ça, c'est... Enfin, moi ce n'est pas mon rôle non plus de journaliste de proposer des choses sur le sujet du séparatisme, etc. Mais dans mes reportages, je vois quand même qu'il y a le rôle des enseignants qui est absolument primordial. Et alors, ça, c'est déjà dit à plusieurs reprises, mais les enseignants moi, que je rencontre disent qu'ils ne sont pas soutenus concrètement par leur hiérarchie. Ils ont été plusieurs à se mobiliser sur les réseaux sociaux avec le hashtag pas de vague. Et là, donc, on a même vu, on a vu avec l'histoire Samuel Paty que Samuel Paty n'a pas été lui-même soutenu. Le référent laïcité l'avait critiqué, certains de ses collègues l'avaient critiqué, à part, il avait été soutenu par la principale de l'établissement, mais pas, me semble-t-il, par le rectorat. Et les enseignants se sont tous dit qu'après le drame de Samuel Paty, il allait y avoir enfin une prise de conscience, ils allaient être soutenus. Or, je vais effectivement publier mercredi un reportage sur un établissement à Lyon où un professeur, enfin on a déjà entendu un petit peu parler, un professeur a dû quitter son établissement
Il avait été agressé verbalement par un parent d'élève qui l'accusait en fait d'avoir tenu des propos islamophobes. En réalité, ce professeur juste répondu à une question d'un élève, il avait démonté une fake news. Cet élève avait entendu un montage vidéo qui était un montage frauduleux en fait, où on entendait que Macron avait dit que tous les musulmans étaient des terroristes. Et donc le professeur a dit non, Macron n'a pas dit ça. Et ensuite il a fait un développement sur la laïcité. Et le jour même, ce parent d'élève est venu à agresser verbalement le professeur, l'a qualifié d'islamophobe. Bon voilà, ça pourrait arriver. Et puis derrière, qu'il y ait une équipe éducative, qui est le rectorat, qui prenne la mesure du problème et qui soutienne cet enseignant. Parce que je pense que tous les problèmes dont on parle, ce sont les enseignants qui sont le maillon premier et très concret pour expliquer ce qu'est la laïcité, ce qu'est la liberté d'expression. Eh bien, donc, dans ce cas dont je parle à Lyon, eh bien, le rectorat a mis beaucoup de temps avant de réagir. Il n'a pas tout de suite rencontré le parent d'élève, il n'a pas contacté le professeur. L'équipe éducative aurait aimé, me disent-ils, que le recteur se déplace, par exemple, dans le collège pour tous les rencontrer, leur affirmer leur soutien. Or, ils ont eu l'impression que l'objectif, à nouveau, c'était pas de vague, on va tout faire pour que ça ne se sache pas trop. Et au final, la conséquence dans ce cas, c'est que le professeur, qui pourtant était un professeur absolument adoré de tous ses élèves, j'en ai interviewé plusieurs qui vraiment sont très tristes de son départ, et bien ce professeur a eu comme choix, mais qui est un choix contraint finalement, de quitter l'établissement. Le rectorat lui a proposé soit de changer les élèves dont le père avait agressé verbalement le professeur, soit changer ses élèves d'établissement, soit le professeur changeait d'établissement. Mais comme au départ, le parent d'élève n'a pas voulu que ses enfants changent d'établissement, eh bien au final, c'est le professeur qui a dû quitter son établissement. Et bref, enfin, il est tellement écœuré du manque de soutien qu'il a même décidé de changer de métier l'année prochaine. Donc voilà, c'est un professeur qui faisait son travail tout simplement et qui maintenant va quitter l'éducation nationale parce que le rectorat ne l'a vraisemblablement pas suffisamment soutenu. Et je pense que c'est le cas de bien d'autres professeurs. Donc voilà, je pense que la proposition, en tout cas l'élément concret qui me semble urgent, c'est de faire confiance aux professeurs, de leur donner les moyens de travailler sur ces sujets et de les soutenir et qu'ils soient aussi reconnus, peut-être aussi d'ailleurs au niveau financier, c'est un autre sujet, mais on est un des pays où les professeurs sont les moins bien payés de l'Union européenne, enfin un des pays moins bien payés de l'Union européenne, donc c'est aussi à prendre en considération. Merci beaucoup, Laure. Amady Redissi, je vous propose, si vous voulez, de profiter de votre intervention aussi pour conclure. Vous êtes le dernier intervenant. Si évidemment vous avez des réactions par rapport à ce que vous avez entendu, et si malgré tout vous avez et vous voulez une petite question, vous avez insisté dans votre intervention sur le nœud entre liberté d'expression et l'islam. Il y a un deuxième nœud, peut-être sur lequel j'aimerais peut-être vous entendre en guise aussi de conclusion pour faire votre position. C'est le nœud entre les lois religieuses et les lois de la République. Dans toutes les enquêtes que nous avons réalisées à la Fondation Jean Jaurès, on s'aperçoit toujours que vous avez une majorité de musulmans, et encore beaucoup plus quand vous interrogez les Français musulmans de 18 à 25 ans qui placent les lois religieuses devant les lois de la République en permanence dans toutes les enquêtes. Comment on résout ce nœud-là, qui est un nœud aussi central, en sus du nœud entre liberté d'expression et l'islam que vous avez évoqué tout à l'heure. Et je vous laisserai conclure. Je vais essayer de répondre à vos questions. D'abord, je suis sur la ligne de crête de Sibéchir quand il dit que le deuxième temps est extrêmement important, le contre-discours, une synthèse entre les idées islamiques et l'Aufklärung. Il a bien utilisé le terme Aufklärung, n'a pas utilisé le terme modernité, qui est un terme galvaudé, qui veut tout dire, y compris la modernité des ustensiles et de la technique et instrumentale. D'accord également avec Madame Jamila Ben Habib, dans le Nord me rappelle Shaila Ben Habib, qui est un grand philosophe, sur le fait qu'effectivement, il faut une double critique, pas seulement une critique de l'islam radical, mais également des régimes autoritaires qui
qui alimentent de façon directe ou indirecte l'islam radical. D'accord également avec Berenbaum, il faut prendre les choses, voir justement la complexité du concept islam et voir qu'il y a des passerelles entre plusieurs islams, y compris plusieurs islamismes. Il ne faut pas que tous les islamismes soient considérés comme mortifères ou bien totalitaires ou radicaux. Il y a certains islamismes qui sont modérés et dont le lien avec l'islam officiel ou l'idée qu'on a de l'islam n'est pas très éloignée. Je ne les défends pas, bien sûr, mais je veux seulement analyser pour qu'on puisse avoir le traitement adéquat pour chaque catégorie de discours ou pour chaque mouvement. Maintenant, pour ce qui est de la relation entre les lois religieuses et les lois de la République. Écoutez, en Tunisie également, vous dites, ça ne devrait pas être le cas chez vous, mais c'est évident que ce soit chez nous, mais également ici, quand on pose des questions, il y a des sondages là-dessus, quand on pose la question, qu'est-ce qui est premier, est-ce que c'est le Coran ou la Constitution, bien que la Tunisie ait voté, élaboré une Constitution qui est considérée aujourd'hui comme importante ou structurante, eh bien, les gens disent évidemment le Coran. Difficile dans des pays comme les nôtres, qui ne sont pas sécularisés, ne sont pas laïques. Il faut que les gens le sachent. Il n'y a aucun pays véritablement laïque, y compris la Turquie. Y compris la Turquie, qui gère d'une façon ou d'une autre le rituel religieux pas seulement musulmans, mais des autres. Et la laïcité n'est pas forcément libérale chez nous. On connaît le cas de la Turquie, mais de l'Indonésie également, qui est un des pays les plus répressifs en matière de liberté de conscience et de liberté religieuse. Comment faire? Je pense qu'il y a un moyen, là, Locke dit, on peut être à la fois bon citoyen et bon croyant. Comment? Franchement, je n'ai pas de solution pratique, mais je pense que cette orientation, elle est bonne. C'est-à-dire essayer de voir comment on peut être coextensif dans deux sociétés, pas la mienne en tout cas, la religieuse et laïque. Je termine sur ce point. Il faut que l'Occident sache qu'il n'y a pas seulement des musulmans qui sont des imams laïcs auxquels l'Occident ou l'Europe ou la France demandent de réformer l'islam. Il y a des gens qui sont dans les Lumières et dans la pensée critique qui n'a pas de rapport avec le réformisme musulman, mais ces deux volets ou ces deux branches ou ces deux stratégies peuvent aller ensemble, elles ne sont pas forcément contradictoires. Bien, merci beaucoup à vous pour votre conclusion.